Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politicia, votre rendez-vous politique. Une trentaine de chefs d'État africains, 2700 invités et 2 jours pour jeter à Bamako, au Mali, les bases d'un nouveau partenariat entre la France et l'Afrique. C'est du moins l'objectif du sommet Afrique-France de Bamako. Mais à quoi sert véritablement ce genre de rencontre? Quel regard jeter aujourd'hui sur l'évolution des rapports entre la France et l'Afrique? Pour en parler, j'ai avec moi 3 invités. Monsieur Louis-Georges Tin, vous êtes universitaire, vous êtes par ailleurs le président du Grand Conseil représentatif des associations noires de France. Je rappelle que vous êtes très engagé sur la question du respect du continent africain, de sa dignité et de sa culture. Vous étiez récemment au Bénin, aux côtés des autorités en charge de la culture, pour les appuyer dans leur demande de restitution des biens culturels pillés, volés pendant la colonisation et qui sont aujourd'hui exposés au musée du Quai Branly à Paris. Merci, monsieur Tin, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nicolas Agbo, vous êtes, vous, professeur d'économie. On ne vous présente plus. Vous enseignez l'économie à l'université de Versailles, en France, auteur de plusieurs ouvrages, dont un sur le franc CFA. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Jean-Bernard Bikim, vous êtes, vous aussi, universitaire, expert, analyste, stratégiste, président du think tank Alpha, Alliance alternative africaine pour l'accompagnement. Merci, monsieur Bikim, d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir, Richard, d'être ici. C'est très aimable à vous. De Georges Pompidou à François Hollande, en passant par François Mitterrand, et Nicolas Sarkozy et Chirac, ils se sont succédés à la tête de l'État français et ont tous promis le développement aux États africains. Mais où en est-on aujourd'hui? France-Afrique ou Afrique-France, du discours à la réelle politique? C'est un sujet de la rédaction signée Corinne Camden. La France-Afrique, à quoi sert-elle? Officiellement, pour maintenir une coopération et un partenariat avec la France, profitable aux nouveaux États africains nés de la décolonisation. Mais qu'en est-il concrètement? Décryptage. C'est en 1973 à Paris que se tient le premier sommet franco-africain sous la présidence de Georges Pompidou. Objectif: offrir un nouveau cadre de dialogue entre la France et l'Afrique francophone. Les rapports franco-africains peuvent être subdivisés en 2 parties, je dirais. La première partie, c'est le rapport qui s'y sont tissés juste après les indépendances. Donc à ce moment-là, on a commencé à véritablement parler de la France-Afrique. Et souvent, on semble également oublier le fait que cette expression a d'abord été utilisée pour la première fois par le président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Donc lui, il a employé cette expression en fait parce qu'il souhaitait que les pays africains conservent des relations privilégiées avec la France après l'accession de leur pays à l'indépendance. Donc ce néologisme France-Afrique va perdurer pendant plusieurs années et il va être en fait le symbole des relations qu'on dit occultes entre la France et ses anciennes colonies. Une relation régulièrement présentée par les autorités françaises comme servant de lien organique entre la France et l'Afrique francophone. La France ne serait plus tout à fait elle-même aux yeux du monde si elle renonçait à être présente en Afrique aux côtés des Africains, pour être à côté d'eux tout simplement, pour contribuer à construire un cadre de paix, de démocratie et de développement, pour réussir ensemble une grande aventure humaine. Mais pour de nombreux analystes, la France-Afrique sert plutôt d'instrument de domination par la France de ses anciennes colonies. On a tout à fait raison de parler de néocolonialisme et le fait que la France y était là avant ou pas, ça n'a aucune importance. Le colonialisme, ça consiste à piller les richesses et c'est ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique. Un Africain noir sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Et la raison de ça, c'est que les multinationales françaises, Bolloré, Bouygues, Lagardère, etc., se sont fait des couilles en or. Mais pour asseoir sa domination économique, la France procéderait régulièrement au choix des dirigeants africains et à la destitution des chefs d'État hostiles. Il y a eu un président élu au Mali qui s'appelait Modibo Keïta, qui voulait l'indépendance de son pays, le développement et mettre fin à la pauvreté. Qu'est-ce que la France a fait? Elle a soutenu un coup d'État sanglant de Moussa Traoré. Modibo Keïta a crevé en prison et Moussa Traoré, ça a été une dictature épouvantable pendant 23 ans. Ensuite, il y a eu d'autres marionnettes à la place. Le Mali, c'est un pays pauvre, mais comment on peut être pauvre quand on est riche? Et toute la région, le Niger, c'est un pays c'est le dernier pays sur la liste du niveau de pauvreté dans le monde.
Et c'est un pays très riche avec l'uranium. À savoir que dans cette région, il y a de l'or. L'or a été exploité au Mali dans les mines de Morila par Bouygues, derrière des paravents. On a fait crever les gens qui extrayaient l'or avec du cyanure et de l'arsenic, aucune prévention, les nappes d'eau polluées. Deuxièmement, l'uranium. Areva est plein de convoitises pour l'uranium du Mali. Et quand on veut voir ce qu'il va en faire, il faut voir ce qui se passe au Niger. Au Niger, Areva, c'est le numéro 1 de l'exportation nucléaire dans le monde. Le Niger, c'est celui qui procure tous les revenus qui permettent à Areva et aux firmes qui travaillent avec elle, Alstom, Suez, Bouygues et tout ça, de gagner énormément d'argent. Et quand les Nigériens ont dit à Areva, on voudrait quand même un peu d'argent pour nos écoles, Areva a dit, c'est pas notre problème. Pour autant, de nombreux analystes fustigent la responsabilité des dirigeants africains. C'est le hasard qui est au pouvoir en Afrique. Il n'y a pas de dirigeants ni de démocratie. Les élections ne sont même pas financées par les Africains. Les sociétés africaines ont sécrété des pouvoirs prédateurs. Nous n'avons pas de classe dirigeante capable de nouer des pactes avec les populations pour créer de la richesse, mais des couches dominantes qui accaparent les ressources naturelles avec le concours de l'extérieur. Pour le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, le sommet de Bamako est censé jeter les bases d'un nouveau partenariat entre la France et le continent africain. Professeur, avant de vous poser ma question, je rappelle que 2 jours avant donc la tenue du sommet Afrique-France de Bamako, des organisations de la société civile ont tenu un contre-sommet pour dénoncer justement la tenue du sommet France-Afrique. Que représentent pour vous ces sommets qui ont été institués depuis 1993, où le président français, 1973 pardon, où le président français retrouve ses homologues africains pour parler développement? Bien, merci. Je crois que pour pouvoir mieux analyser la situation, il faut faire le bilan. Le bilan de cette coopération dite franco-africaine. Sans rentrer dans les détails, tout à fait. Il faut tout simplement faire une comparaison. Il n'existe pas, à ma connaissance, le sommet anglo-africain. C'est-à-dire l'Angleterre ne tient pas ce genre de sommet avec les pays que l'Angleterre a anciennement colonisés. Mais quand on regarde la réalité en face, tous ceux qui se sont aujourd'hui développés en comparaison avec les pays francophones, ce sont les pays anciennement colonisés par l'Angleterre et qui ont été véritablement décolonisés. Vous parliez notamment des pays de l'Asie que ce soit ceux de l'Asie, même ceux de l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Ghana, etc. Bon, développer, c'est un développement, mais peu importe. Voilà. Oui. Mais je veux dire que ce sont des pays qui se portent mieux. Donc, l'Angleterre s'est véritablement retirée. Le self-government, tu te diriges toi-même, tu te prends en charge. Ce n'est pas le cas de la France. D'accord. La France met en place tout ce système de coopération, ce qu'elle appelle la coopération franco-africaine, juste pour infantiliser et maintenir en captivité les chefs d'État africains. Infantiliser et maintenir en captivité les chefs d'État africains, monsieur, est un chiffre pour avancer. Et il vient du Centre français du commerce extérieur. Entre 1989 et 1998, la France alloue 21 milliards d'euros d'aide au développement aux États africains. Dans la même période, elle dégage un bénéfice de 29 milliards d'euros. L'aide publique au développement est donc un business? Il y a une aide publique au développement puisque c'est l'Afrique qui aide au développement de la France. Non seulement, bien sûr, on ramène plus de devises qu'on en importe, qu'on en exporte, mais en plus, à travers le mécanisme de la dette, il faut savoir que c'est 7 à 10 fois plus d'argent qui ont été récupérés par la France qu'elle en a donné. Donc, en fait, on aide au sous-développement de l'Afrique et l'Afrique aide au développement de la France. Le professeur a raison. Il suffit de comparer l'Angleterre, ses colonies d'une part, la France, ses anciennes colonies d'autre part. Disons aussi que parmi les 10 pays les plus pauvres du monde, la moitié sont des ex-colonies françaises. Alors, les chiffres sont clairs. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Je crois qu'on peut tout à fait tirer des conclusions. Donc, c'est l'Afrique qui finance le développement de la France, dites-vous? Absolument. D'ailleurs, ça avait été reconnu par Jacques Chirac lui-même et par Mitterrand, qui l'avait dit très clairement.
Monsieur Bikim, moi, je voudrais bien poser une question, mais qui est pour moi d'ordre ontologico-culturel. Comment se fait-il que nous avons confiance en la sincérité, en la gentillesse et en la générosité des gens qui nous ont pillés pendant des siècles et qui ont asservi et déshumanisé nos ancêtres? Je vais nuancer les propos de mon collègue professeur, puisque je suis enseignant, en lui disant la chose suivante. Nous ne pouvons pas ignorer que l'Afrique est prisonnier du système interétatique mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la France et l'Angleterre ont à leur tour été colonisés par l'Amérique. Et en subissant cet affront dont on ne parle pas, elles doivent, jusqu'à l'heure où je parle, payer l'effort de guerre. Mais ça ne contredit pas ce que le professeur a dit. Ça, c'est la première chose. Le second aspect de cette question, c'est le modèle sur lequel nous sommes assis. Quel est ce modèle? Liberté, libre circulation des biens, marchandises, personnes, capitaux et informations, sans oublier qu'à la base, les territoires d'outre-mer, puisqu'on revient un peu dans l'histoire, avaient pour vocation de pouvoir aux besoins de la métropole et au rayonnement de celui-ci. Ce qui veut dire quoi, concrètement? Ce qui veut dire deux choses. Oui. La première, c'est que, quelle que soit la temporalité que vous prenez, l'Africain, aujourd'hui, qu'il soit en Afrique du Sud, qu'il soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, est enferré dans des accords bilatéraux, dans des accords multilatéraux, qui créent la dépendance. Mais qui crée la dépendance, justement, d'où ma question. Comment ça se fait qu'on fait confiance toujours à ceux avec qui nous avons une histoire difficile? Parce que nous avons systématiquement occulté la question de fond. Comment déconstruire les modèles et les systèmes qui qui réduisent les marges de manœuvre aux dirigeants? La question de fond, elle est là. Il n'y en a pas une autre. Professeur, le président français est pratiquement à la fin de son mandat. Depuis 2013, la France allouerait 1 milliard d'euros d'aide au développement aux États africains. Doit-on continuer avec le mécanisme d'aide au développement? Professeur. Bien, merci. Personnellement, je ne crois pas à cette notion d'aide. Pour une raison simple. Comme M. Tin l'a dit, eh bien, c'est l'Afrique qui finance fondamentalement le développement de la France. Et quand on voit les problèmes que la France a aujourd'hui, le trou de la sécurité sociale, le poids du chômage, justement, c'est difficile l'avenir qui attend de ce point de vue l'Afrique. C'est pourquoi il faut sortir de la naïveté. Quand on dit les Africains sont de gros enfants, ils sont naïfs, c'est de ça on parle. Parce que tous les accords que la France a signés avec les Africains, nous le savons maintenant, ce sont des accords léoniens, c'est-à-dire des accords où les Africains sont perdants et qui bloquent l'émancipation même de l'Afrique. Donc, ici, la France applique ce qu'on appelle la politique du troisième homme. Le premier homme, dans ce cas d'espèce, c'est la France. Deuxième homme, ce sont les millions d'Africains. Et pour y parvenir, la France passe par une petite poignée d'Africains qui, eux, ils appuient sur la gâchette. Et ceci sur tous les plans, y compris sur le plan intellectuel. Donc Assel Kabou a raison quand elle dit, cette sociologue africaine, cette analyste africaine qu'on a tout fait d'ailleurs de clouer au pilori de la pensée unique, dit on n'a pas d'État, nous n'avons pas une classe dirigeante. Oui, d'accord, c'est facile de le dire, mais nous disons aujourd'hui, parce que jusque-là il y avait un discours qui consiste à dire il faut tirer essentiellement sur nos dirigeants qui sont réduits à l'état de patins manœuvrés. Nous disons aujourd'hui le paradigme a changé, le discours a changé. C'est le système colonial ou néocolonial qui est mis en place par la France. Donc, il faut arrêter de se distraire parce que nous avons des expériences, nous avons des cas concrets. Tous les chefs d'État qui, d'une manière et qui ont tenté de briser avec détermination ce système néocolonial, d'une manière ou d'une autre, ils ont perdu le pouvoir
dans le meilleur des cas, sinon c'est la vie elle-même. Donc c'est une fatalité finalement? Non, ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire, jamais dans l'histoire, dans le temps comme dans l'espace, jamais dans l'histoire, l'oppresseur ne libère son opprimé. C'est l'opprimé, c'est l'esclave qui se libère toujours et toujours lui-même de son oppresseur. Donc c'est pourquoi nous appelons aujourd'hui à toute la population africaine opprimée de se prendre en charge, de se révolter contre ce système. Nous insistons sur le mot système pour qu'il y ait une véritable renaissance de l'Afrique. Ce ne sont pas sur les chefs d'État africains que nous allons compter, parce que ceux-là même, ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers de ce système. Alors, se mobiliser, se révolter contre le système, M. Tin, quels doivent être les leviers à utiliser justement pour se dresser contre le système que dénonce le professeur Agborou? Le professeur a tout à fait raison. Un des éléments aujourd'hui, c'est la coopération, non pas France-Afrique, mais Afrique-Diaspora. Parce que nous avons les uns et les autres une partie des clés. Il y a Internet, les gens communiquent. Par exemple, la question du franc CFA sur lequel le professeur a beaucoup travaillé, nous en parlera. Eh bien, il y a aujourd'hui, il y a quelques semaines, des mobilisations qui se sont faites dans plusieurs pays, d'Afrique comme de France, pour justement mettre cette question sur la table. Or, cette question, elle n'est pas sur la table dans ce sommet, mais elle est sur la table de la société civile, des intellectuels qui travaillent depuis des années comme le professeur. Et à travers ces coopérations, on peut trouver des solutions, là où parfois certains chefs d'État sont tout à fait contraints, effectivement. Ils ont parfois même la gâchette, finalement, le fusil sur la tempe, si vous voulez. Monsieur Biquet, comment les peuples peuvent-ils effectivement s'emparer de cette question et se libérer, si ce n'est passer par leurs dirigeants eux-mêmes? Alors, je reviendrai rapidement sur un point. Il n'y a pas d'aide de la France vers l'Afrique. Il y a des prêts qui sont déguisés sous forme de dons versus prêts. Ça, c'est la première chose. D'où les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure. Ce sont des prêts. Quand l'AFD vous raconte, quand on vous dit l'AFD a offert un don ou quoi que ce soit, non, ce sont des prêts. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, et qui est encore beaucoup plus difficile à accepter, c'est que nous avons d'un côté les interdépendances complexes. Qu'est-ce que c'est, une interdépendance? S'il vous plaît. Une interdépendance complexe, c'est quoi? C'est un cadre dans lequel deux États, l'un dominant, l'autre faible, décident de choisir un ensemble de règles qui sont édictées par l'État dominant. Et dans le cas de l'espèce, c'est la France. Mais là, on est en face d'une situation où il y a bien entendu l'État dominant, mais il y a plusieurs États dominés. Est-il possible de créer la force dans l'unité entre les États dominés? Aujourd'hui, il existe dans chaque pays africain des ressources humaines capables de venir à bout de cette pantalonnade. Ce qu'il faut mettre en place, ce sont des interactions entre ces ressources et nous en dehors, sans occulter le fait que nous avons des responsables. Ils ne sont pas responsables, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Ils ne sont pas prisonniers, ils sont captifs des modèles et des systèmes profonds qui permettent de voir des gens qui n'ont pas de pouvoir diriger. Donc, et là, je vais aller. Très rapidement, s'il vous plaît. Je vais en terminer. Nous devons aujourd'hui dire aux francs-maçons, dire aux responsables de secrètes, ils ont le droit d'être maçons, rosicruciens, et j'en passe. Mais ils doivent se dire, ça reste dans la sphère privée. Le vrai problème aujourd'hui en Afrique... Pourquoi vous faites référence aux francs-maçons? Les francs-maçons sont c'est la cheville ouvrière de l'asservissement et de la servitude en Afrique. C'est la cheville ouvrière. D'accord, très bien. Professeur, quand le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est donné comme objectif de jeter à Bamako les bases d'un nouveau partenariat, comment envisager ce nouveau partenariat finalement? Très bien. Je me pose même la question, qu'est-ce qu'on attend de ce sommet? On parle d'un nouveau partenariat. De quel nouveau partenariat parle-t-on? Ça fait des siècles qu'on est toujours en coopération. Ça fait des siècles, surtout après les indépendants politiques. La coopération, comme De Gaulle l'a dit, nous avons changé la colonisation en des contrats. Tous ces accords qui ont été signés depuis 1960, que ce soit les accords de Yaoundé 1 en 1963,
renouvelé en 1962 par les accords de Yaoundé 2. Ensuite, devenu les accords de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4, les accords de Cotonou et tout récemment les APE, tous ils ont un dénominateur commun, à approvisionner gratuitement la France et ses alliés à des matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques. Donc vous ne voyez aucune possibilité. Non, mais ce sont les faits. Ce sont les faits. Ensuite, dans le temps comme dans l'espace, dans tous les pays du monde, nous savons que pour qu'un pays soit développé, il y a la clé de voûte qui est l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation de toutes les matières premières en des produits finis qui génèrent la richesse qu'on appelle la valeur ajoutée, laquelle valeur ajoutée qui élimine la pauvreté. On n'a pas la technologie. Justement, s'il y avait une véritable coopération, toutes ces matières premières dont l'Afrique est le réservoir premier, eh bien, dans cette coopération franco-africaine, ce que la France pouvait apporter, c'était justement la transformation locale de toutes ces matières premières. Mais elle non seulement ne le fait pas, mais elle s'y oppose fondamentalement. Il suffit de lire tous ces accords. Et même les accords, prenons par exemple les accords de la défense. Mais on s'est rendu compte avec le temps, et tout récemment même avec la crise ivoirienne, que toute la défense, tous ces accords sont au service de la France pour maintenir l'ordre socio-économique en faveur de la France. D'où la nécessité, selon vous, de couper le cordon ombilical. Mais est-il évident pour les États africains de couper ce cordon ombilical avec la France sans conséquence? On en parle dans la deuxième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.